Nous allons d'abord parler de la vente aux enchères de 27 blocs pétroliers, 3 blocs gaziers en République démocratique du Congo. Ensuite, détention de 49 militaires ivoiriens. Robert Djoussé assure la médiation entre Abidjan et Bamako. Au Togo, taux de réussite relativement élevé au bac 2. On reste toujours au Togo, nouveau réajustement des prix de carburant. Nos invités sont en place. Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonjour Horus, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour Affirma et À j'oublie lui, j'oublie le lui Kabako. voilà lui, à lui. Et c'est un plaisir d'être sur le plateau avec les téléspectateurs. Il est bien habillé, hein, votre voisin. Oui, Lui Kabako, le jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien, Michel. En pleine forme, hein. Merci. Toujours égal à lui-même. Merci. Firmin Teko Abo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Abo. Vous allez bien? Ouais, je vais bien, Michel Takwa. Merci de m'avoir invité. Bonjour à lui et à Horus. Alors, c'est une décision controversée. Les autorités ont annoncé lundi, les autorités de la République démocratique du Congo, bien sûr, la mise aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers dans ce pays, faisant fi des critiques de Greenpeace sur 32 blocs initialement sélectionnés. Des appels d'offres pour l'attribution des droits vont être attribués donc à 27 au total. Alors, Horus Donkovi, cela a sans doute des conséquences catastrophiques, comme les gens commencent par le dire, des conséquences également sur la biodiversité et sur le climat mondial. Oui, ça a des conséquences, mais après, il y a toujours eu des conséquences. Si vous prenez les mines d'Arlit au Niger avec l'uranium, vous prenez les mines de phosphate au Togo, vous prenez les puits de pétrole au Nigeria, où on est parti jusqu'à assassiner Ken Saro-Wiwa parce que justement, à un moment, il prenait quand même une répartition équitable de certaines choses et un dédommagement des populations. Quand vous prenez les puits de pétrole au Congo-Brazza, c'est un secret pour personne. Vous prenez les mines de métaux rares au niveau de la RDC. Vous prenez, en tout cas, à chaque fois qu'il y a une exploitation du sous-sol africain, on rentre comment dirais-je, dans la destruction des ressources. On rentre dans le déplacement des populations, on rentre dans la pollution, on rentre dans les magouilles, on rentre dans le détournement de fonds. Et bien entendu, on va avoir tous les rapports d'experts internationaux qui vont tenter de rassurer les populations en disant qu'elles seront dédommagées, qu'il n'y aura pas de conséquences sur l'exploitation, que les gouvernements vont renchérir en disant que les sous seront correctement gérés. Moi, je me rappelle du Tchad, où lors de l'exploitation du pétrole, on parlait même d'une caisse spéciale, une caisse de prévoyance qui devait être alimentée par les ressources pétrolières, la vente des ressources pétrolières, l'exploitation des ressources pétrolières et tout ça. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est un épiphénomène parce que vous verrez que dans 10, dans 15, dans 20 ans, on nous dira que oui, qu'on n'a pas pu empêcher la pollution de ces zones-là, qu'il faut organiser la dépollution de ces zones-là, leur reconstitution, et pour le faire, il faut aller emprunter encore des sous. Et pendant ce temps, la gestion même de ces richesses-là sera galvaudée. Donc, il y a quelque chose que je dis souvent et que je répète au fil de mes interventions, c'est ceci, c'est que euh, vous pouvez avoir, comment dirais-je, un tonneau d'eau. Ben, si vous la versez dans une calebasse percée, vous faites du gaspillage. L'eau s'écoule. Il faut changer la calebasse, il faut changer le mode de gestion, il faut changer les projections sur les organisations de ces richesses-là. Si vous voulez, c'est anodin, comment dirais-je, il n'y a rien d'exceptionnel à découvrir en territoire africain, des choses à exploiter. Même les territoires qu'on nous vantait comme étant pauvres, comme n'ayant pas de ressources,
Maintenant, après 10 ans, 15 ans, 20 ans après, lorsqu'on a trouvé enfin les moyens de les exploiter, on nous apprend que non, ces territoires-là sont riches. On le voit avec le Burkina et le Mali, par exemple. Donc, Alors, Louis Kabako, d'après Greenpeace, j'ai parlé de lui tout à l'heure, il ne fallait pas attribuer les blocs pétroliers dans la cuvette centrale, un complexe riche en tourbières et en biodiversité qui contient environ 30 gigatonnes de carbone. Donc, on se plaint donc pour l'environnement, comme je l'ai posé tout à l'heure à Horus Donkovi. Oui, les conséquences sur l'environnement seront dans l'avenir catastrophiques. Je crois que Luce l'a dit et tu l'as dit également en posant la question. En réalité, le drame de Beyrouth qui s'est produit en 2022 va nous servir d'exemple. C'est ce qui fait qu'ailleurs, les gens... Beyrouth, c'est au Liban. Au Liban. Donc, ce qui fait qu'ailleurs, par exemple au Togo, il y a une institution, il y a l'ANIA qui s'occupe de ça pour des objets du genre. On va complètement à la destruction, c'est-à-dire qu'on les incendie. Ce n'est pas des choses à mettre dans la nature. Aujourd'hui, on veut procéder aux ventes des enchères. Ça veut dire que ces objets-là vont continuer par se retrouver, se circuler en fait sur le territoire congolais. Et quand c'est comme ça, les conséquences pour l'environnement sont drastiques, on l'a dit. Donc je pense que c'est peut-être une autre forme de politique pour le président et Tshisekedi qui veut à tout prix en fait remplir les poches pour d'autres ambitions, des ambitions politiques. Il y a un second mandat ou bien un deuxième mandat qui est en cours. Donc c'est en 2023. En 2023, donc nous sommes à un an de la présidentielle. Il va falloir à tout prix mettre les gens de son côté. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, surtout que selon les informations qu'on a pu glaner ici et là, on comprend que ces blocs-là ont été conviés de par le passé à un homme d'affaires qui devait l'exploiter pendant 2 ans à une somme de 30 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'il y a le gain pécunier, il y a cette façon-là d'en faire un fonds de commerce qui prédomine. Donc c'est ça aujourd'hui, et c'est dommage parce que on a l'impression que le président ne pense pas à sa population. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il fait, c'est ce qui rend en réalité nos dirigeants. Oui, en nommant les cris, parce que beaucoup d'ONG se sont montés sur les créneaux et puis ils ont crié le haro sur le baudet, ils ont dénoncé le projet. Et un bon président, il devait normalement faire marche arrière, mais il continue pas foncer. Et malheureusement, cette vente aux enchères-là aura lieu et les conséquences sur l'environnement, on reviendra ici peut-être pour en parler. Alors, l'homme d'affaires s'appelle Dan Gertzler, il est israélien. Firmin Teko Agbo, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a cette connotation politique? Lui, il a parlé de Mago pour remplir les poches. Le président prépare son deuxième mandat en 2023. Vous avez aussi pensé peut-être à cela? Oui, politique, on pourrait en parler aussi. Mais vous savez, ceux-là qui nous ont... Je voudrais aborder 2 aspects de la situation. Le premier aspect, vous savez, ceux-là qui nous ont appris à exploiter les ressources de nos sous-sols, ce sont les bleus blancs, ce sont nos occidentaux. Parce qu'on était assis sur des mines d'or, sur du phosphate, sur du fer, mais on ne savait pas à quoi cela pouvait servir. Ce sont les occidentaux, au nom d'une certaine colonisation et au nom d'un certain esclavage, nous ont dit que ça peut servir à quelque chose. Donc ils nous ont appris à exploiter, mais ce n'est pas nous qui les exploitons, ce sont eux-mêmes qui nous envoient des experts et ce sont ces experts qui les exploitent. Mais ils ne nous ont pas peut-être... ils ont manqué de nous parler d'environnement. C'est maintenant qu'on parle d'environnement. Parce que quand vous allez à un niveau, quand vous allez dans un espace ou sur un espace et vous exploitez les richesses, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est les problèmes environnementaux. C'est-à-dire vous exploitez les ressources, mais il faut penser aux problèmes environnementaux. Mais les Blancs, eux, ils pensent souvent à cela. Les Blancs, quand cela va se passer chez eux. Exactement. Les Blancs, eux, ils pensent à cela et c'est pour cela qu'ils pensent tout. Maintenant. Ça n'a pas toujours été vrai. Voilà. Et ceux qui pensaient environnement... Ils le pensent quand ils sont chez eux. Chez eux, quoi. Mais quand ils sont en Afrique, ils le pensent chez eux. Moi, je ne parle pas de cela ici. Et l'Africain a toujours pensé environnement dans son exploitation des choses. C'est plutôt justement le contact avec la colonisation, la traite et le protectorat
qui va désengager les populations de cela. Sinon, dans les rites africains, vous avez toujours une exploitation minutieuse et écologique des choses, que ce soit des ressources, que ce soit de la nature, que ce soit des plantes, des animaux et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle nous, on parle plutôt d'interdit. Vous allez avoir, par exemple, des localités, on va vous dire, vous n'avez pas le droit de pêcher tel poisson voilà. à telle période, vous n'avez pas le droit de tel arbre, à ainsi de telle suite. période, Je vais vous voilà. donner un exemple simple. Au Togo, vous avez un arbre sacré qu'on appelle l'iroko. Et je pense qu'il est très considéré chez les personnes du vaudou. Donc sur tout le Togo, vous avez des irokos, vous avez des baobabs et ainsi de suite. Alors tenez-vous bien, les recherches ont montré que ces arbres-là fixent certaines substances, ce qui fait que dans leur environnement plus ou moins proche, les terrains sont fertiles. Donc on n'a pas le droit de les couper. C'est nous, dans nos traditions séculaires, qui mentionnons bien qu'il y a un rapport entre les arbres et le rapport entre la nature. Et donc, nos anciens connaissent l'exploitation qu'il y a de ces arbres-là. C'est pour ça qu'on vous dira, il ne faut pas les couper. Et quand la modernité est venue, mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont mis ça de côté parce que c'est archaïque et ils sont partis couper tous les arbres. On a coupé les irokos, on a coupé les baobabs, on a coupé tous les arbres qui fixaient le calcaire et qui fixaient les substances nutritives pour le sol. On les a coupés. Et maintenant, le ridicule, c'est quoi? C'est qu'actuellement, là où je parle, il y a des programmes mondiaux pour financer le reboisement avec ces essences-là. Voilà, voilà. Ouais, Maintenant, c'est là, ça, on retrouve- il est en train de parler du passé. Là, je parle de la politique qui est menée maintenant par nos dirigeants. Moi, je parle des dirigeants africains. Ils ne tiennent pas forcément compte de l'environnement. Parce que ce sont les Occidentaux, c'est les Nations Unies qui nous parlent de l'environnement. Et regardez, par exemple, quand Maurice Donkovi l'a dit tout à l'heure, quand vous allez dans plusieurs pays africains où on exploite les ressources du sous-sol, vous allez voir les populations, les riverains dont on ne tient pas forcément compte, qui vivent mal, qui ne profitent pas de leurs ressources, parce que ces riverains, leurs conditions de vie ne disent pratiquement grand-chose à ceux qui les dirigent. C'est la même chose aussi au niveau de Congo, de Tshisekedi. S'ils pensaient réellement à ces populations, je pense que la donne se serait énoncée autrement. Et l'autre chose, qui est le volet politique, Monsieur Tshisekedi, il arrivait au pouvoir comme un novice, comme quelqu'un qui ne comprenait pratiquement rien de la scène politique, parce qu'il avait passé toute sa vie dans les boîtes belges, Et le président d'alors, Kabila, croyait que c'était un enfant qu'il fallait manipuler, qu'on pouvait facilement manipuler. Des années plus tard, il se rend compte que ce monsieur, il a grandi et il a mûri. Et aujourd'hui, Tshisekedi, il a compris que le jeu politique, surtout en Afrique, c'est la corruption. Il faut chercher à engranger beaucoup de sous pour pouvoir... Vous voulez dire que c'est pourquoi ces genres d'initiatives? Oui, ça fait partie aussi, parce qu'il a besoin de sous. Il a besoin de renflouer les caisses pour pouvoir bien mener sa campagne, pour pouvoir corrompre, bien sûr, les gens, pour pouvoir faire circuler l'argent dans le pays, pour pouvoir empiler lors de la prochaine présidentielle. En réalité, tout ce qu'il est en train de faire là, on ne voit pas l'intérêt des Congolais dedans. On voit que son intérêt, on voit que l'intérêt de ces politiciens qui l'entourent. Alors, est-ce que vous pensez véritablement qu'on ne voit pas l'intérêt des Congolais dans ce que le président Félix Antoine Tshisekedi et tout son gouvernement sont en train de faire? En tout cas, le ministre Eve Bazaïba a démenti tout ce qu'on est en train de dire. Il dit qu'il pense à la population. Oui, mais il fait partie d'un gouvernement. Et puis quand vous êtes dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Le président ne peut pas prendre un décret et lui viendra démentir. Donc c'est de bonne loi ce qu'il dit quand il dit qu'il pense au gouvernement. Mais comme Femel a dit, moi non plus, je ne trouve pas l'intérêt du peuple congolais. D'autant plus que dans la masse ou bien au sein de la population congolaise, il y a des organisations de la société civile qui ont dénoncé le projet. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour. On parle de vente aux enchères. C'est vrai qu'il y aura un jury qui va coordonner des activités, qui va tout diriger, qui va tout aiguillonner. Mais après tout, les comptes seront faits à qui? Au trésor public, peut-être. Au trésor public. Et que la population... Dirigé par en fait, un alter ego de Tshisekedi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vrai, on peut faire un simulacre de compte, on peut à peu près dire aux Congolais qu'à l'issue de la vente des enchères, on a pu engranger telle somme, mais la population n'a pas les moyens de vérifier tout cela. C'est pourquoi je dis qu'une fois que le projet il est dénoncé, une fois que le projet il est décrié, on doit faire marche arrière.
Parce que quand on gouverne, en fait, on gouverne pas pour sa propre personne, mais on gouverne un groupe d'individus et toutes les décisions qu'on doit prendre, en fait, doivent aller dans l'avantage ou bien dans l'intérêt de ces populations-là. Et donc, je le dis, et comme beaucoup de gens le disent, je me répète, c'est un projet en soi qui ne répond pas, en fait, aux aspirations profondes du peuple congolais. Je ne pense pas que c'est ce dont les Congolais ont besoin actuellement. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, en fait. Il y a le problème de corruption, les gens l'ont dit. Vous allez... Est-ce qu'on va dire sans cesse qu'il y a corruption, donc il ne faut pas entreprendre les choses? Non, mais il y a corruption. Maintenant, quand on prend des initiatives pour renforcer la corruption, pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Parce que ça n'a rien de clean, en fait. Cette vente aux enchères, je ne trouve pas, ça n'a rien de clean. Ça ne prévoit rien de transparent et de sérieux. Il s'agit juste de faire des bons chiffres d'affaires et de renflouer la caisse de quelqu'un. Alors, c'est la question que j'ai voulu poser à Auris Tonkovi. Est-ce que le Congo, Kinshasa, a besoin de cette vente aux enchères aujourd'hui? Non, on n'est même pas encore à ce niveau de problème. Je vais faire une image pour que les gens comprennent. Vous avez une maison. Mais comme vous êtes tous dans la maison, vous ne pouvez pas tous vous occuper d'un certain nombre de choses concernant la gestion de la maison. Donc vous déléguez une personne qui, lui, a l'expertise pour faire la plomberie de la maison. Vous la déléguez. Donc elle se charge de faire la plomberie de la maison. Lorsque vous faites la plomberie de la maison, vous le faites parce que vous ciblez la fourniture d'eau de la Régie nationale des eaux. Vous êtes d'accord avec moi? Vous branchez à la Régie nationale des eaux et vous vous apercevez que, bien que vous ayez branché, vous avez pris la ressource d'eau, les gens n'ont pas d'eau dans la maison. Il manque d'eau parce que vous avez mal fait la plomberie. Et les gens vous demandent, mais on vous a mandaté pour faire la plomberie, pour avoir de l'eau dans la maison. Et il n'y a pas d'eau parce que la plomberie n'est pas de bonne qualité. Vous n'allez pas dire aux gens, non, ok, ne vous inquiétez pas. J'ai une deuxième société qui vend de l'eau, je vais faire un raccord à la deuxième société, alors que vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas réparé la plomberie. L'exemple est captivant. Hein. Donc, on veut le comprendre en profondeur. On va marquer juste une petite pause et on revient pour la suite.